Ce soir, bonsoir d'abord à toutes et à tous et bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Ce soir, nous recevons Aurélien Bélanger, qui est auteur et chroniqueur. Il a publié 4 romans, un texte pour le théâtre. Il fait une chronique quotidienne pour France Culture. Et la semaine prochaine, donc ce sera le 28 janvier, nous recevrons Gisèle Sapiro pour le Dictionnaire international Bourdieu et puis aussi pour un dernier essai qu'elle vient de publier qui s'appelle Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? Voilà, donc ça, ce sera la semaine prochaine, donc le 28 janvier. Aujourd'hui, nous avons la joie et l'honneur de recevoir Aurélien Bélanger. Donc, essentiellement, c'est pour tout son travail, mais c'était quand même à l'occasion du dernier livre qu'il a publié, toujours à l'envers, sur Instagram, qui s'appelle Le continent de la douceur, pour ceux qui n'arrivent pas à lire à l'envers, tous ceux qui ne seraient pas des Léonard de Vinci. Toujours est-il que merci à tous ceux qui nous rejoignent, et je profiterai pour poser tout de suite la première question à notre invité, Aurélien Bélanger, qui concerne justement son dernier roman, Le continent de la douceur. Et dans ce roman, donc, vous mettez au cœur de votre récit la construction européenne et bizarrement les mathématiques. Et comment avez-vous opéré et pourquoi ces rapprochements? Ça faisait plusieurs années, bonsoir, que je voulais écrire sur les mathématiques et surtout la crise des fondements des mathématiques. C'est l'une des grandes... disons que dans le récit canonique du XXe siècle, il y a la physique quantique, Einstein, et la crise des fondements des mathématiques, des théorèmes d'incomplétude de Gödel au paradoxe de Russell, et ça fait partie du grand récit du XXe siècle, et je voulais intégrer ça. Et la solution que j'ai trouvée, c'est faire ressusciter une doctrine mathématique un peu oubliée qui s'appelle l'intuitionnisme, qu'on doit à un philosophe néerlandais dont j'oublie présentement le nom, Brouwer, qu'on doit à un philosophe qui s'appelle Brouwer, et qui dit en gros, pour simplifier, que la vérité ne préexiste pas aux mathématiques, mais qu'elle est une construction, et qu'ainsi le principe du tiers exclu ne vaut pas absolument. Les choses ne sont pas à l'origine A ou non A, elles seront découvertes par les mathématiques. Voilà, il faut rappeler, Aurélien, ce que c'est que le principe du tiers exclu pour les auditeurs et pour moi-même aussi, mais c'est l'idée qu'une chose soit vraie, soit fausse, c'est ça? Exactement, une chose est soit vraie, soit fausse, a priori, avant même qu'on ait construit les outils qui permettront de le démontrer, ce que réfutait Bauer avec une philosophie mathématique qui s'appelle l'intuitionnisme, qui a toute une histoire. On peut relier ça, si on veut, à ce que disait Descartes, Dieu aurait pu faire que 2 plus 2 égale 5. On peut relier ça à des choses grecques encore plus anciennes. Ça, c'était pour le grand récit. Ce qui m'amusait, et là où c'était rigolo, c'est, puisqu'on parlait de construction des objets mathématiques, ça me permettait d'avoir une sorte de métaphore évidente avec l'Europe en tant que construction, parce que je suis parti d'une double évidence. On assiste depuis une grosse 50aine d'années à quelque chose qu'on appelle un processus de construction européenne, Oui. qui n'est pas une intégration impériale, qui n'est pas une intégration fédérale, qui est autre chose, dont on ne sait pas ce que c'est. Et c'était amusant de faire un parallèle avec la construction des objets mathématiques. Ça, c'était le point de départ, avec cette autre bizarrerie que l'Europe est en soi un objet contradictoire, et même d'un pur point de vue géographique, n'existe pas comme continent. C'est une péninsule de l'Eurasie. Et pourquoi cette partie si fragile, si creusée, si instable de l'Eurasie s'est retrouvée soudain en possession d'arraisonner le monde, ce grand récit de modernité depuis le XVIe siècle. Ça me permettait de raconter tout ça, projet ambitieux, roman un peu complexe comme ça dans ses approches. Très bien, mais tous vos romans mêlent innovation et technologique et territoire. Il y a même dans le premier la théorie de l'information, voilà, une volonté disruptive documentaire qui insère des résumés encyclopédiques d'innovation, d'invention à l'intérieur du récit. Un peu, ça m'a fait penser à la manière dont Victor Hugo, pour le citer, insérait, par exemple dans Les Misérables, il insère toute l'histoire des égouts, où il va insérer un grand passage sur la restauration. Et qu'est-ce que vous souhaitez faire en architecturant, je crois, parce qu'il s'agit d'une architecture chez vous, vos romans ainsi on le voyait surtout dans la théorie de l'information, mais est-ce que vous pensez que l'histoire humaine est en grande partie une histoire des techniques?
Alors pour commencer, ça me fait plaisir cette référence au passage sur les égouts de Victor Hugo, parce que je suis actuellement dans une petite chambre de bonne rue de Provence, à la verticale de l'endroit où Jean Valjean rentre dans le fameux Ah. grand égout qui était à l'emplacement de la rue de Provence. Euh, Disons que le roman tel que je l'imagine ou tel que je le fantasme, hein, probablement pas tel que je l'écris, est une sorte d'université de substitution, d'universel un petit peu bancal, de récit terminal où on peut faire intervenir la totalité des récits. C'est pas satisfaisant, c'était pas satisfaisant que le roman, à un moment. Disons que si on prend l'histoire de la philosophie commence de façon très très large et abandonne comme ça. Millénaire après millénaire, des pans entiers. L'histoire va aux historiens, la science va aux physiciens, les mathématiques vont aux mathématiciens. Récemment, la sociologie va aux sociologues, et à la fin, il reste quasiment rien. Il reste un peu la métaphysique, et c'est très douteux. L'histoire du roman, ce sera un peu le récit inverse. À la base, c'est une histoire de bergers un peu pénibles qui épousent des bergères qui se trouvent être des princesses, et c'est quelque chose qui prend progressivement de l'ampleur jusqu'à atteindre une sorte de forme canonique idéale au XIXe siècle, où ça tient lieu un peu d'université de substitution, de grands récits de substitution. L'un des premiers romans de Balzac est là-dessus extrêmement spectaculaire, La peau de chagrin. C'est à la fois traversé d'aperçus métaphysiques et d'une vraie description d'une machine hydraulique. À ma connaissance, il n'y a pas de description de machine hydraulique dans la littérature avant Balzac, et il ne le fait pas par exotisme, pour faire chic ou moderne, parce qu'il le fait en la reliant dans un récit purement fantastique. Donc c'est aussi quelque chose comme ça du monde qu'il utilise. Donc il y a l'idée que, vu que le roman est un peu une forme un petit peu instable, il est en soi plutôt pluraliste par nature. Mais là, il y a aussi cette histoire. Parfois, dans votre récit, je vous le dis, bon, moi je suis un grand admirateur de vos romans, mais parfois vous me perdez. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour certains de vos lecteurs, mais dans ces digressions technologiques, il y a des moments qui sont tellement précis, hein, que le lecteur est un peu perdu. Moi, il m'est arrivé dans la théorie de l'information de vouloir avancer dans mon récit et finalement de ne pas aller sur le moment technologique que vous décrivez. Est-ce que vous l'assumez, ça, ou est-ce que ça vous contrarie? Non, alors c'est un premier roman, donc c'est quelque chose qui est un peu, avec le recul, je le trouve très audacieux, et j'en reviens pas d'avoir eu cette audace pour un premier roman. Je le referai plus comme ça. L'une des raisons pour lesquelles je l'ai fait comme ça, c'est en me disant, de toute façon, l'expérience de lecture est très éparpillée, on passe son temps à fact-checker les choses en ouvrant Wikipédia, et on a un écran derrière notre livre. Je vais intégrer l'écran dans le roman, comme ça la totalité de l'information sera dans le roman, et je ne perdrai pas l'attention de mon lecteur. Je pense que c'était pas une bonne solution, mais bon, ça vaut au moins en tant que manifeste. J'aurais tenté d'écrire un roman autosuffisant en tant que, dès que je dis quelque chose, effectivement, c'est suivi d'une courte digression encyclopédique. C'est quelque chose qui, je pense, c'est probablement atténué. J'ai tendance à garder les digressions encyclopédiques en les attribuant maintenant à l'univers mental des personnages, par exemple, qui les ont, et pas en étant un peu surplombant. Oui, dans le continent de la douceur, c'est vrai que les choses se sont beaucoup atténuées, hein. Là, vous intégrez effectivement des concepts mathématiques qui sont parfois complexes, mais tout reste au service du récit. C'est davantage votre intention? Oui, c'est arrivé un peu par accident. Un jour, je relisais la deuxième ou la troisième version d'un manuscrit, et soudain, une sorte de case s'est ouverte dans mon cerveau. J'ai pensé au point de vue du lecteur, chose auquel j'avais jamais pensé jusque-là. Ce qui est bien, ça m'a protégé de plein de choses. Et d'un coup, je me suis dit, oui, peut-être on peut non pas faciliter la lecture, mais se mettre du point de vue effectivement de quelqu'un qui veut pas. Il y a toute une sorte de kitsch moderniste, de mettre des listes, de mettre des catalogues, de mettre des discours rapportés, de mettre du cut-up, des choses comme ça, qui sont très plaisantes du point de vue de celui qui les fait, et assez pénibles du point de vue de celui qui les lit. Donc j'espère avoir un peu guéri de ce penchant qui fait, mais ça tient probablement à ma position historique d'être né en 1980, d'avoir bien connu le XXe siècle, qui tiennent aussi au projet romanesque du XXe siècle. Parce que vous pouvez nous raconter un peu
ce qu'est le continent de la douceur pour que les lecteurs aussi se rendent compte comment vous avez, on a dit tout à l'heure comment vous avez articulé cette naissance de l'Europe et des mathématiques, mais c'est plus complexe que ça. Vous avez construit un royaume, un ex-royaume imaginaire qui est, je sais pas, qui m'a fait penser. Pour certains, je sais que ça fait penser à Tintin, mais pour moi, je pensais beaucoup à l'homme qui voulait être roi. Vous voyez le film de Houston et le Kafiristan. Donc, il y a comme ça un lieu imaginaire à partir du moment qui va vous permettre de construire le récit sur les personnages principaux. Oui, le principe, c'était de dire que l'Europe, tout intégrée qu'elle soit, était l'endroit au monde où on trouvait le plus de pays rassemblés et même où des pays émergeaient encore, que ce soit la République tchèque ou la Yougoslavie, il y a une fabrication comme ça nationale. Donc, la principauté disait quelque chose de l'Europe, c'est un des seuls endroits au monde où on compte des principautés. Et donc, le point de départ, c'était de faire une romance ruritanienne, c'est un roman d'aventure anglais comme ça du début du XXe siècle qui se passe dans un pays imaginaire, genre auquel se rattache le sceptre d'Ottokar et plein de choses. Donc, je me suis dit que j'allais inventer un micro-État. J'ai inventé un micro-État qui organise chaque année une sorte de Davos des mathématiques, et j'ai raconté l'éclosion de ce micro-État qui est quelque chose d'un peu bancal, qui est à la fois dans l'ancienne Autriche-Hongrie, qui est de langue germanique, mais qui se rattache un petit peu aux champs slaves, etc., qui a accédé à l'indépendance après une longue occultation au moment de la guerre en Yougoslavie, avec à la manœuvre, aidé par l'entregent d'un millionnaire français, derrière lequel on peut reconnaître un philosophe médiatique célèbre. Tout ça est le projet d'une riche banquière new-yorkaise qui fantasme comme ça l'Europe de très très loin, et qui fabrique le rêve d'un royaume en épousant le prince héritier. Et donc le roman raconte tout ça, et en confrontant aussi différentes générations avec quelque chose que je connais à titre personnel mieux, qui est la génération des gens qui ont grandi dans un monde où l'Europe triomphait, le monde de la chute du mur de Berlin, le monde qui commence à se fissurer avec les débats sur le référendum de 2005, et une Europe qui entre dans une sorte de crise complexe, entre crise des migrants, crise grecque, etc. Et donc voilà, il y a des personnages jeunes qui se radicalisent. L'un valide complètement le récit européen en tant que récit authentiquement messianique, le fameux plus jamais ça de 45, un continent qui serait enfin débarrassé du mal, qui aurait remplacé la cruauté de la loi par la douceur de la norme, etc., et qui idéalise cette Europe, et un personnage beaucoup plus noir qui considère que l'Europe est le mal, la négation de l'histoire, la négation des peuples, etc. Et du coup, je vous fais confronter tous ces personnages dans le petit royaume du karst. Et je voulais quitter un peu maintenant ce roman pour aller sur des considérations plus générales. Vous avez dit dans un ancien numéro du magazine Mouvement que pour vous le monde est un objet esthétique. Pouvez-vous préciser? Est-ce que vous voulez dire que c'est une volonté d'englober tout objet? Qu'est-ce que vous souhaitez dire par là? Je ne sais plus précisément. En tout cas, il y a l'idée, que le sommet absolu du discours marxiste serait le discours esthétique. L'esthétique n'est pas un stade qu'on dépasserait dans un discours de déconstruction de type marxiste, mais c'est par l'esthétique qu'on arrive à apercevoir et la réalité du monde ancien et la réalité du monde nouveau. L'exemple canonique de ça, on le trouve dans Enfance berlinoise de Walter Benjamin, où il raconte la présence d'une... je ne sais pas trop quel objet c'est, une sorte d'horloge ou de mécanisme qu'il y a sur la cheminée de sa tente, qui montre des petits mineurs articulés qui creusent dans une mine. Et l'idée que le grand récit d'exploitation du monde industriel est fini par un objet de décoration bourgeois, et que c'est justement par un objet extrêmement kitsch, extrêmement esthétique, qu'on peut vraiment comprendre quelque chose au rapport de classe qu'ont donné le Berlin de 1900, je trouve une idée excellente, et qui quelque part m'arrange, parce que moi j'opère plutôt dans l'esthétique, et pas du tout, je suis pas du tout un essayiste. J'ai une approche plutôt intuitive des phénomènes, j'essaie de les rassembler dans un grand tout. Et en général, je trouve que le stade esthétique est le stade le plus haut auquel on puisse prétendre. C'est pas du tout un échec. C'est encore au-delà de la pensée. C'est quand on a à peu près
Ça serait proche, je ne sais pas, des intuitions de Wittgenstein sur ce qu'on ne peut pas dire. On peut peut-être encore le composer sous une forme esthétique, ce qui n'est pas permis de dire dans un traité, dans un essai, dans un traité de philosophie. On peut encore lui donner la forme d'une constellation comme ça de points mentaux. Alors ça donne peut-être une esthétique du fragment qui est l'esthétique des romantiques allemands, etc., qui est quelque part l'esthétique de mes romans, parce que c'est des récits à leur façon fragmentaire, parce que le contenu est trop grand par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, cette approche, je défends cette approche esthétique qui est enfin, pour faire un peu le cuistre de philosophie, qui est enfin l'approche de la troisième critique de Kant, où tout s'arrange en quelque sorte dans la critique de la faculté de juger. Toutes les questions métaphysiques comme l'existence du monde, l'existence de Dieu qui ont été évacuées reviennent et revient le sentiment de la finalité, etc. Je pense les bons lecteurs de Kant remettent à la fin le système à l'envers et ne retiennent pas la critique rationaliste de la métaphysique, mais retiennent son dépassement dans, on va dire, le grand tout de l'esthétique, puisque la critique de la faculté de juger est avant tout un traité d'esthétique. Vous dites justement, je pense que c'est lié, vous dites aussi que l'histoire de l'art est ratée. Dans chaque œuvre, il manque un petit quelque chose et les chefs-d'œuvre n'existent que dans la production des objets industriels, mais pas dans la production humaine. C'est la continuité de ce que vous venez de dire, ça, ou j'arrive pas à l'articuler? Alors, c'est des réflexions que j'avais dû avoir pour faire l'avocat du diable et défendre probablement les statuts de Jeff Koons, mais c'est quelque chose qui m'était venu aussi en pensant, pareil, c'est pas évident, par exemple, si on prend une œuvre très stable, très solide, très réussie et très autonome comme l'œuvre d'Hergé, c'est pas évident de dire ça, c'est le chef-d'œuvre d'Hergé. Ça peut être l'affaire Tournesol. Si on est un peu plus esthétisant, un peu plus postmoderne, ça va être les diamants de la Castafiore, ou plus rêveur, ça va être Tintin au Tibet. Mais on a quand même l'impression qu'il manque, voilà, que dans cette collection de 24 BD, il manque la 25e qui serait la BD parfaite. Et on a cette espèce d'idéal que Hergé n'arrive pas à atteindre, et on a cette espèce d'idéal que ça serait ça, la BD parfaite. Et c'est quelque chose qui est assez proche de ce sentiment quand même assez platonicien qu'il y a un idéal dans l'œuvre d'art et que l'œuvre d'art est presque, et de toutes les activités humaines, l'une des plus près d'articuler l'idéal. Évidemment, elle ne le pense pas. Je reviens encore à Walter Benjamin à propos de son essai sur les affinités collectives de Goethe, où en fait la seule chose qu'il y a de vraiment à sauver dans l'histoire et la partie qui réussit le plus, c'est une nouvelle qui est à l'intérieur des affinités électives, qui dirait la clé de la nouvelle. Et la vérité de cette vérité, c'est l'apparition d'un personnage qui va se noyer, etc., et qui apparaît nu, et là, sorte comme ça d'incarnation totale de l'idée. Il y a cette idée. Et après, c'est là où c'est intéressant, parce que le récit industriel est particulièrement trompeur. Le récit industriel nous montre des objets finis. Il n'y a rien de plus désirable qu'un objet fini, il n'y a rien plus de platonicien qu'un objet fini, que ce soit, je sais pas, un Lego neuf, qui a encore le lisse de la matière, enfin, rien n'est plus beau aujourd'hui qu'un objet industriel. Les artistes sont plutôt dans la façon, sont plutôt maniéristes, ils font pas très bien les choses, ça se raconte de plein de choses, mais une image industrielle est beaucoup plus impressionnante qu'un Picasso spontanément. Le Picasso s'explique très bien par la totalité de l'œuvre de Picasso, mais spontanément, on va être attiré par quelque chose d'une image industrielle. Et là où c'est intéressant, c'est qu'évidemment, c'est trompeur. Il faut le détruire, ça. Enfin, il faut le détruire. Il faut pas considérer. Il faut considérer que les objets industriels nous mentent. Nous mentent d'un strict point de vue, si on veut être marxiste, en disant qu'ils cachent les conditions d'exploitation et d'aliénation de ceux qui les produisent, probablement, mais que ce sont des faux idéaux. Et la preuve en est cette contradiction qui a été souvent remarquée. Dans le capitalisme, c'est qu'il ne sait fabriquer que des objets instantanément désuets. La vérité de l'objet fabriqué, c'est qu'il est déjà ancien quand il apparaît, chose qui apparaît dès les surréalistes, où ils vont chercher. Les surréalistes sont peut-être les premiers artistes à avoir pris des objets industriels légèrement passés, qui avaient une génération. Il n'y a rien de plus quand on sort une machine à coudre Singer de 1900 en 1920, elle est déjà presque plus antique que l'Apollon du Belvédère. Cette espèce de paradoxe en fait de l'objet industriel.
Très bien. Et on va revenir à la façon dont vous construisez vos récits. Est-ce que vous pensez qu'il y a une architecture à vos récits? Des structures stables plutôt que vous composez en conscience, ou bien vous laissez-vous emporter par la spontanéité? Alors le livre, enfin le livre dont on rêve est toujours plus beau que le livre fini. Donc il y a toujours un moment, l'idée est irrattrapable. Après, je suis pas quelqu'un qui a des idées, je suis pas très fort en sciences de la narration. Je suis pas quelqu'un qui a des idées de récit avec des rebondissements, etc. Donc en général, il y a quelques scènes. Les façons de les relier me sont très fastidieuses. J'ai l'impression d'écrire des mauvais polars, donc en général, j'évite. Là, par exemple, pour le continent de la douceur, il est question d'un calculateur mécanique et j'avais imaginé une classe entière d'enfants complètement gouroutisés dans une sorte d'école soviétique anonyme qui tourne ce calculateur et qui en fait font les calculs de la future trajectoire de Spoutnik, mais qui ne le savent pas. J'avais cette image. Je serais un studio hollywoodien, ça serait une image dans Doctor Strange où j'investirais énormément d'argent pour juste une image comme ça très spectaculaire. On verrait tous ces enfants à moitié chauves comme ça qui tournent les machins. Bon, c'est là où je mets vraiment mon désir esthétique. Après, les autres choses, c'est beaucoup plus compliqué. Un roman, c'est long. Les vôtres font toujours autour de 500 pages. Alors là, il y a une exception. J'ai écrit en un peu moins de 3 mois un roman l'hiver dernier qui va paraître en mars et j'ai voulu faire pour la première fois un roman court pour plein de raisons. Et puis en fait, c'est très satisfaisant. On tient beaucoup mieux l'intrigue. Donc là, c'est un peu l'exception. Et puis comme il n'est pas sorti, n'en parlons pas. Mais en général, un roman, c'est beaucoup de souffrance aussi. C'est quelque chose qui tombe comme ça, dont on ne sait plus trop exactement ce dont on veut dire. Je pense que Flaubert a raison quand il dit que Madame Bovary, c'était une sorte de nuance de marron, qu'il a voulu une nuance de brun, comme ça. Je crois assez à ça, quelque chose, une sorte d'idée, et que le roman ne serait que l'illustration de l'idée. Mais alors, quelle serait l'idée à chaque fois pour la théorie de l'information, il y avait l'idée de faire une uchronie qui raconterait que Internet aurait été inventé en France et ça serait appelé le Minitel. Et il y a aussi eu, alors c'est quelque chose aussi important, c'est de prendre un cadre. Je crois beaucoup à ça. Enfin, l'expérience de Proust nous prouve qu'en fait, Proust devient un bon écrivain le jour où il fait pastiche et mélange. En fait, le jour où il accède à l'art du pastiche, quelque chose se débloque et il devient un bon écrivain, probablement par la maîtrise du discours indirect libre. C'est-à-dire qu'il trouve son style en étant capable de trouver tous les styles. Et je crois assez à cet art du pastiche. Alors, la théorie de l'information, vu que c'était la success story de quelqu'un qui ressemble à Xavier Niel, le pastiche, c'était un grand article du journal Challenge ou une hagiographie d'un grand patron racontée par lui-même avec un ghostwriter qui a écrit le livre. Le schéma du deuxième, l'aménagement du territoire, c'était un roman de terroir. C'est ces trucs qu'on voit quand on va dans des salons du livre qui se vendent à des milliers d'exemplaires qu'on ne connaît pas du tout, genre le chant des rossignols. Et il y a une structure qui est géniale dans les romans de terroir, c'est que contrairement aux apparences, c'est toujours des récits de modernisation. C'est les vieilles collines du Morvan à l'âge des premières moissonneuses-batteuses, le vieil art de la batellerie à le jour de l'arrivée des péniches à vapeur. Et c'est toujours ça en fait. Et donc voilà, je m'étais amusé à raconter, moi c'est le bocage mayennais avec l'arrivée du TGV. Donc j'avais ces structures. Le roman s'en écarte complètement, mais j'avais cette structure. Donc voilà, il y a souvent une idée en tête. Le continent de la douceur, je le disais tout à l'heure, je voulais écrire une romance ruritanienne inspirée du prisonnier de Zenda, parce que j'avais lu dans une biographie de Debord que le prisonnier de Zenda était le livre préféré de Debord, et ça raconte effectivement une histoire qui plaît beaucoup à Debord. C'est l'histoire d'un aventurier anglais qui se retrouve investi roi d'une principauté d'Europe centrale. Donc voilà une sorte d'histoire là, comme les mémoires du cardinal de Ray. Et donc voilà, ça c'est très important dans l'élaboration du travail. Le rêve du roman. Par exemple, mon bouquin récent là qui va paraître, qui s'appelle Télé-réalité, parlait de l'esthétique de la télévision et de ce que la télévision peut être un art et d'un traitement comme ça entre Debord et Benjamin de la télévision, de la télévision comme un art. Je voulais que ce soit une sorte de mini traité d'esthétique qui racontait quelque chose qu'on va tous oublier, qu'on est déjà tous en train d'oublier, et que la mort de Georges Pernou nous a heureusement rappelé récemment, parce qu'on a revu les génériques de Thalassa, c'est que parfois la télévision a été un art. Pas souvent, mais que cette chose a existé et que ça va disparaître, et ça serait bien qu'il n'en reste pas que les magnétoscopes des enfants de la télé. J'ai voulu un peu raconter ça. Vous êtes un grand consommateur de télévision ou d'écran. Je sais qu'écran parce que vous faites beaucoup de recherches, mais disons la télévision, est-ce qu'elle a nourri votre enfance? Est-ce que c'est elle qui a été une source d'information considérable
jusqu'à l'adolescence? Comment que ça a fonctionné? Bah, j'aurais tout dit quand j'aurais dit que mes parents étaient abonnés à Télérama. Et ça me semble même incroyable avec le recul, parce que je lisais Télérama, et donc j'ai lu la totalité des résumés de tous les films qui sont passés à la télévision française entre 85 et 2000. Donc j'ai une culture très poussée, mais extrêmement débile, en fait. Je connais je connais très très bien ça, je sais où est le bien et le mal. Je savais, par exemple, à quel point Ozon de Patrick Sébastien était un scandale inique, alors que je n'ai jamais vu Ozon de Patrick Sébastien. Donc j'ai une culture télévisuelle un peu distanciée, comme ça, curatisée, si on veut. Et comme tous les gens qui n'avaient pas trop le droit de regarder la télévision enfant, évidemment, j'ai basculé dedans. Enfin, c'est une expérience sociologique qui est assez générale. Si j'avais le droit de regarder Dorothée sur Récréa 2, mais quand elle a basculé sur TF1, j'ai pas eu le droit de regarder le Club Dorothée. Et j'en avais comme ça des aperçus décadents quand j'allais chez mes cousins. C'était pas de pitié pour les croissants. Ils mangeaient des croissants à pleine main. Il y avait des milliards de croissants. Ça me semblait dingue. Et il y avait Cabu qui dessinait sur des milliards de feuilles et qu'on puisse consommer autant de papier. Ça me semblait aussi complètement une sorte de potelage comme ça, télévisuel. Donc, de toute façon, c'est le grand problème des parents qui interdisaient la télévision à leur enfant, c'est que c'était le média hégémonique. Donc, en fait, on la regarde même si on la regarde pas. On se racontait les sketchs des inconnus à l'école. Il n'y avait pas besoin de voir les inconnus un moment. Donc, la télévision a été importante. Et je l'ai énormément regardé, oui. Quand j'ai habité seul et que j'ai eu une télévision ouais, oui, j'ai regardé la télévision beaucoup, ouais. Vous n'êtes pas nourri que de télévision, vous avez aussi fait des études de philosophie. Et je voulais vous demander, est-ce que l'on peut dire comme Balzac que vous romancez vos conceptions philosophiques? C'est une question qui est liée un peu à cette idée d'architecture de tout à l'heure, mais c'est un peu sa continuité. Est-ce que c'est quelque chose, Bah, ça vous serait avez plutôt quelque le chose de sujet du balzacien? prochain roman que je suis en train d'écrire, que j'ai juste commencé. Ça fait longtemps que je tourne autour de l'idée d'écrire des romans vraiment philosophiques, mais pas dans le sens où il y a du contenu philosophique. Il y en aura forcément, mais j'avais une scène en tête. Alors c'est pas du tout le sujet de mon livre, mais j'avais une scène en tête. C'est Adorno qui fait son premier séminaire en 1932, et puis rapidement, en fait, on se rend compte, et il se rend compte lui-même que il a que des enfants de la grande bourgeoisie de Francfort, quelques-uns qui viennent à peu près des mêmes milieux que lui, d'autres qui viennent de milieux qui vont rejoindre le parti nazi de façon quasiment mécanique quelques mois après. Et il y a une sorte comme ça de déconstruction de la philosophie qui s'opère sous ses yeux, où l'explication sociologique devient plus importante que l'explication philosophique. Et on sait qu'après-guerre, Adorno prendra la direction de la société allemande de sociologie et pas la direction de la société allemande de philosophie, qui ira, je pense, imagine plutôt aux Heideggeriens. Bon, c'est un détail, mais ça m'intéresse parce que il y a une bataille culturelle actuellement très forte autour des sciences sociales en général, qui Mhm. sont 50% hégémoniques, 50% rejetées. La philosophie est un petit peu perdue là-dedans. Moi, je suis arrivé dans la philosophie de façon un peu... C'est une façon de droite d'arriver dans la philosophie, mais de façon un peu étrange. J'ai d'abord fait de la philosophie analytique, donc c'est-à-dire une façon de philosopher qui considérait que la question sociale n'était pas la question, était Mhm. dissoute. Et donc j'ai redécouvert la question sociale avec les majuscules bourdieusiennes de rigueur. Je l'ai redécouvert vraiment, vraiment tardivement. Donc ça m'amusait de raconter ça. Après, la philosophie en tant que telle, oui, tous les 2 ans, je regrette de ne pas avoir écrit de thèse de philosophie, par exemple. Je sais très bien pourquoi je ne l'ai pas fait à l'époque. Je voulais écrire une thèse sur les mondes possibles chez David Lewis et chez Lannis, parce que j'avais pas un très bon niveau technique. Je suis assez bon en philosophie pour en lire, pour faire croire, quand j'ai un peu bu, que je fais de la philosophie, mais en fait, en vrai, argument contre argument, je perds toujours, c'est sûr. Donc voilà, j'avais pas de raison d'aller dans le champ. Et j'étais approché suffisamment près du champ pour avoir compris qu'en fait, ça se passait, surtout en philosophie analytique, ça se passait article contre article, et je me ferais dégommer la gueule tout de suite. Donc j'ai été prudent, j'ai pris du champ. Ouais. Donc, vous avez une activité romanesque, hein, on l'a pu le voir, il y a eu 4 romans, mais vous avez aussi de nombreuses collaborations. Enfin, il y en a une qui me tient à cœur, puisque c'est celle avec Thomas Lévilan, hein, sur cet ouvrage, qui avait été publié aux éditions de la Ménagerie, sur la fête, qui reprend des aquarelles de fête de Thomas Lévilan, et donc Thomas Lévilan qui avait été un de nos invités, hein, qui est Je pense sympa. qu'il est là parce que j'ai vu plein de cœurs passer quand Ah vous avez bon. dit Thomas Lévillane. Et donc, je sais que Thomas Lévinan a un intérêt aussi pour Welbeck. Qu'est-ce qui vous a lié dans cette aventure?
il y a eu des questions aussi parce que vous avez sorti cet essai sur Houellebecq, hein, qui vous a fait remarquer, qui était aux éditions, excusez-moi, j'ai un trou. Léo Cher. Léo Cher, voilà. Et donc, est-ce que c'est ça qui vous a lié et qui va, comme on va le voir tout à l'heure, lié aussi avec Julien Gosselin? Mais revenons d'abord à Thomas Lévillane. Oui, de façon très anecdotique, la première fois que je vois Thomas Lévillane, qui est un ami d'amis, ses premiers mots sont: je suis en train de relire les poèmes de Houellebecq, c'est cool. Et donc moi j'aimais beaucoup Houellebecq, et donc la première discussion que j'ai eue avec Thomas portait précisément sur Houellebecq. On était là où il habitait alors, à La Chapelle, vers la rue Philippe de Girard. Donc voilà, cette amitié est indissociable, de Houellebecq pour ça. Et puis en plus, c'était marrant parce que du coup, quand il y a eu cette commande, il y a un texte qui a un peu vieilli aujourd'hui, mais qui était assez impressionnant, qu'avait publié Houellebecq, je crois, dans 20 ans, sur la fête, sur le fait que l'occidental ne savait plus faire la fête, qu'il s'y démène, etc. Et il se trouve que Thomas est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup fait la fête, et bon, on avait une expérience de la fête assez... donc on faisait des fêtes, bon, on pouvait sortir, etc. Tout ça semble un peu fou. Mais bon, voilà, il y avait cette expérience emblématique il y a des moments où on danse et puis des moments où on discute dans la cuisine, quoi. Et donc voilà, le texte met en scène la rencontre d'un narrateur imaginaire avec un personnage de peintre imaginaire dans une fête, avec une sorte de récit comme ça, un peu initiatique sur des thèmes philosophiques d'ailleurs, et qui tente d'illustrer, modestement, là pour le coup, c'est toujours quand on fait des textes d'art, on a toujours l'impression de faire le gris et que les peintres font la couleur. Là, les aquarelles sont très fortes, le texte est plutôt un prétexte pour faire exister un livre avec ces aquarelles qui sont excellentes. Mais donc voilà, c'est le secret de cette collaboration est là. Mais vous disiez, alors je ne sais pas si vous acceptez encore de le dire, vous aviez fait un autre entretien avec le magazine Mouvement qui vous aime beaucoup. Ça tombe bien, moi je collabore au magazine Mouvement aussi. Et vous disiez que vous y écrivez à l'époque, hein, que vous feigniez le réalisme pour mieux proclamer une manière pensante autour de nous qui serait une sorte de gélatine. C'est quoi cette gélatine? C'est celle qui vous nourrit en même temps, cette masse un peu molle, indistincte, qui nous nourrit tous? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Je ne sais plus précisément, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on a évacué beaucoup trop vite le concept d'âme. Moi, j'ai longtemps, enfin, je le dis d'autant plus que j'ai été un fervent adepte, un fervent sectateur du réductionnisme scientifique, de l'école, de la droite ligne qui va de l'école de Vienne à la philosophie analytique contemporaine, etc. Je crois plus trop à ce réductionnisme. Je ne sais pas ce qu'il faut mettre exactement dans le concept d'âme. On y met ce qu'on veut. Si on est un peu flou, un peu poète, on peut parler d'un air du temps, etc., d'idées qui circulent, etc. Parfois bien trouvé, on peut parler de gélatine. Non, mais c'est compliqué. En fait, on peut revenir presque c'était le sujet de ma thèse de philosophie non écrite, donc elle est d'autant plus riche qu'elle n'a pas été écrite, sur le concept d'individu. En fait, est-ce que les individus existent ou est-ce qu'ils se résolvent en dernier lieu à des universaux, avec deux points de vue qui s'opposent. Point de vue de Russell qui dit que c'est que des universaux, et puis point de vue, on va dire, qui vient plutôt de la philosophie médiévale de Duns Scott, qui dit qu'en fait, non, les individus existent. Et j'aime bien, pour moi, le point de vue qui les réconcilie tous, mais qui est un point de vue, pour le coup, délirant d'idéalisme, c'est le point de vue de Leibniz, qui dit qu'en fait, évidemment, oui, on est tous dans des monades, mais comme chaque monade contient le monde, la monade qui se connaît le mieux elle-même, qui dans le système de Leibniz, c'est évidemment Dieu, la monade qui se connaît le mieux elle-même atteint une sorte d'universel qui ravage l'individuel. Et donc voilà, je ne peux pas m'empêcher enfin voilà, ça c'est quand je donne de la profondeur de champ métaphysique à ces débats, mais la question de ma propre bêtise, si je veux lui donner un angle théologique, la question du péché original, de l'incapacité à faire triompher le vrai, et que tout est absolument peccable et que ça marche jamais, tout ça me fascine. Et je suis beaucoup plus fasciné. Enfin, c'est quelque chose que mon éditrice ne voulait pas que je dise, mais que je peux pas m'empêcher de dire, parce que je pense que c'est très vrai. Mes romans, je les écris bien plus avec ma bêtise qu'avec mon intelligence. C'est des choses dont j'ai un peu honte, des idées qui me traversent comme ça. C'est quelque chose d'assez qui tiendrait pas l'examen. Mais voilà, si j'étais, et c'est pas du tout un hasard si les gens vraiment intelligents n'écrivent pas de romans. Paul Valéry n'écrit pas de romans, ou alors une sorte de sottise philosophique comme Monsieur Test qui raconte justement l'histoire de quelqu'un qui ne peut pas écrire de romans. Moi, c'est parce que je suis un peu bête que j'arrive à écrire des romans. Et c'est pas du tout une bêtise. Enfin, c'est le point extrême de mon populisme, c'est pas par ma bêtise, j'ai l'impression
d'accéder à une sorte d'universel mou. Donc peut-être est-elle là la gélatine dont je parlais. Ouais. Et quel rapport vous entretenez avec les arts visuels? Est-ce que Thomas Levilan, c'est une exception ou est-ce que vous avez une véritable curiosité? Je sais que vous vous intéressez beaucoup à la géopolitique, beaucoup à la philosophie, beaucoup à l'histoire, à la sociologie, mais est-ce que là, on va aborder le domaine, on est dans le domaine artistique. Avant de parler de Julien Gosselin, j'aurais voulu savoir si les arts visuels étaient quelque chose qui comptait pour vous. Est-ce que vous êtes curieux, vous allez voir ce genre de choses, ou finalement, ça ne dit pas le monde pour vous? Bah, je suis plus paresseux que curieux, justement. J'utilise Thomas Levilan qui m'emmène parfois à faire le tour des galeries. Donc, je fais le tour des galeries parisiennes 2 fois par an grâce à lui. Sinon, je suis un peu paresseux. Donc, je me tiens quand même à peu près au courant de ce qui se fait. J'y ai un engagement. C'est assez compliqué, hein. Je suis pas. Honnêtement, j'aurais aimé, ça fait un peu snob pour un romancier de dire ça, et en même temps non, parce que c'est des métiers qui sont pas classés, mais j'aurais aimé être critique littéraire, et j'aurais aimé aussi être critique d'art. Donc j'ai toujours eu plein d'occasions de faire de la critique d'art, mais j'en fais pas sérieusement, jamais. J'ai pas d'appareil critique et j'y connais pas grand chose. Mais j'ai eu plein d'occasions de le faire et j'aime beaucoup écrire sur l'art, que ce soit sur l'art ancien. Je me souviens d'avoir écrit sur un grand tableau d'hôtel de Rubens pour le musée de Lyon, ou que ce soit j'ai écrit récemment dans un catalogue pour l'expo sur les années 2000 à Perpignan. Donc j'aime bien parler de ça. Plutôt, enfin, c'est compliqué. Là, c'est pour le coup plutôt en amateur éclairé, quoi. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut préserver aussi, parce que cette fameuse courbe d'apprentissage, on croit, quand on connaît rien, on pense très vite qu'on est génial, et puis après, il y a une longue chute qui dure 15 ans où on apprend, et après, si on est fort, on peut remonter. Bon, moi, je surfe sur la crête de mon ignorance. Voilà. Et alors là, il y a quelque chose que j'ai vu qui m'avait beaucoup marqué, hein. Moi, c'est le 1993 de Julien Gosselin, hein, qui est pour ceux qui ne savent pas, qui est un metteur en scène vraiment, à mon avis, un génie, hein. C'est un de ceux qui est le plus intéressant à l'heure actuelle. Et vous avez écrit le texte, hein, qui s'est transformé ensuite, qui est devenu Eurodance, hein, dans mon souvenir, Oui. qui est, je ne sais plus où je l'ai mis, mais bon, voilà. Toujours est-il que je vais le retrouver. Et donc, quel est... Je l'ai. Vous l'avez, vous pouvez nous le montrer, voilà, c'est ça, Eurodance. Et donc, c'est une dramaturgie qui n'est pas composée, enfin qui est composée sous forme de dialogue, mais qui ne fait pas apparaître de narrateur. Comment ça s'est fait, cette collaboration avec Julien Gosselin? Pour commencer, moi j'étais allé voir les particules élémentaires à Lille, remarquable, qui m'avait vraiment impressionné, d'autant plus que je suis pas spectateur de théâtre et que j'avais laissé le théâtre dans un état que je pensais être beaucoup plus ringard que celui-ci, et là c'était à la fois très précis dans le discours et c'était surtout esthétiquement à la hauteur. J'ai eu l'impression de voir quelque chose qui était du contemporain, et suite à ça, j'ai vu 2666 que j'ai aussi beaucoup aimé. Donc, il m'a proposé de collaborer. C'était le spectacle de sortie des étudiants de Strasbourg. Et, honnêtement, c'était très compliqué parce que je lui fournissais pas. Mais bon, c'est aussi pour ça que ça a été bien. C'est que je lui fournissais pas une matière théâtrale. Moi, j'avais une idée de matière théâtrale avec une sorte de dialogue comme ça, mais c'est pas ce que je fournissais. Ce que je lui fournissais était difficile à utiliser théâtralement, mais qu'en fait ça posait plein de problèmes, et c'était justement, et que d'un coup l'espace scénique est devenu un lieu où on résolvait les problèmes, ce qui était super. Par ailleurs, moi j'ai fait beaucoup d'écriture plateau, ou en tout cas j'étais beaucoup présent à Strasbourg pendant les répétitions. J'ai vraiment découvert le génie de son travail, cette espèce d'approche frontale où on met absolument tout ensemble. C'est-à-dire, je pensais que c'était par slide superposé, et en fait non. La personne qui règle la musique et qui compose la musique est en direct en même temps que le comédien prononce son texte pour la première fois. Et très vite, ça portait beaucoup. Enfin, j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Et donc l'idée, parce que moi j'avais déjà l'idée d'écrire Le Continent de la douceur et d'écrire un roman sur l'Europe. Lui, son idée de départ, parce qu'il est calésien, son idée de départ était d'écrire sur la situation calaisienne. À l'époque, la jungle existait encore. Elle avait été démantelée une première fois, mais elle avait été reconstituée. C'était le pic, je ne sais plus quelle année, c'était il y a 3-4 ans. C'était le pic de la crise migratoire. Il pensait probablement plus à quelque chose d'un peu avec des enquêtes de terrain, faire intervenir des paroles, etc. Moi, je suis passé une semaine à Calais, j'ai parlé à personne, sauf aux gens qui m'ont vendu des frites. En fait, je me ferme beaucoup quand je suis dans une ville inconnue. Donc, en fait, voilà. Et ce qui est advenu comme ça, c'est un discours élégiaque sur l'Europe, avec une sorte
c'était un peu mes souvenirs d'enfance, donc on a appelé ça Erasmus, non, on a appelé ça Eurodance. Donc voilà, après, c'est lié à Erasmus, oui. Du coup, voilà, et du coup, on s'est retrouvé avec deux parties, mais c'est assez proche finalement de la structure. Quand je parlais des deux personnages qui avaient deux approches concurrentes de l'Europe, on va dire, il y en a qui sont plutôt un personnage qui est plutôt un jeune identitaire, et les autres sont plutôt des rêveurs de l'Europe. Et c'est quelque chose qu'on retrouve avec d'un côté une sorte de vision bleutée de ces grandes autoroutes humides. Moi, j'ai découvert les paysages de Calais que je connaissais pas du tout. C'est vraiment très très beau. C'est une sorte de sublime problématique où ce qui est beau, c'est de voir des camions de marchandises qui disparaissent dans la nuit sur un grand paysage ravagé parce qu'on a abattu les arbres pour que le champ de vision des caméras soit total. Ce qui m'a impressionné, c'est que c'est un paysage de guerre qui dit pas qu'il est une guerre. En fait, c'est une sorte de paysage truqué, etc. Donc, j'ai eu l'idée d'une sorte de long poème élégiaque sur l'Europe. Et le pendant, c'était de faire une deuxième partie qui était une sorte de réunion de conspirateurs fascistoïdes dont on ne savait pas ce qu'ils allaient faire, mais on comprenait qu'ils allaient s'en prendre, sinon au tunnel et à ses infrastructures, ou bien à la jungle, etc. Donc, et tout le débat esthétique, c'est là où ça a été passionnant, tout le débat esthétique pour Julien Gosselin, ça a été de ne pas faire que la première partie justifie la deuxième. Il ne fallait pas qu'on soit entré dans un rêve fukuyamien pénible qui fait qu'on accueille avec joie le retour de la violence. Il ne fallait pas qu'on tombe... Quelque chose qui peut exister, hein, c'est l'argument du rivage des Sirtes de Julien Gracq, c'est que sorte de long enfouissement comme ça d'une civilisation qui se meurt et qui soudain est réveillée par un rapport aux barbares, etc. Donc c'est pas du tout... Enfin, il a fallu trouver une charnière. Enfin, ça a été tout un travail qui était assez passionnant. Et pour finir, ce que j'ai publié, c'est la première partie qui est la partie élégiaque, parce que la deuxième partie, c'était plutôt de l'écriture plateau, c'était le corps des comédiens, et il n'y avait pas vraiment de dialogue, et c'est juste ce qu'ils font, ils prennent de la drogue, ils boivent de l'alcool, et il n'y a pas vraiment, ça articule pas vraiment de discours. Mais moi, c'est ce qui m'a le plus étonné, c'est que dans ce spectacle, parce que j'avais eu La Fête avant, hein, c'est dans mon souvenir, donc je me retrouvais à la fois dans vos romans, dans l'univers de Julien Gosselin et dans l'univers presque de Thomas Lévy-Lam, puisque toute la deuxième partie était construite autour de cette notion de fête, qui est une fête un peu qui bascule voilà, dans des positions qui peuvent être angoissantes, puisque les protagonistes finissent par se radicaliser et même développent entre eux une certaine violence. Est-ce qu'il y avait une volonté de synthèse? Est-ce que chez vous, il y a une volonté, je voudrais dire presque holistique? Est-ce que ce moment de Rodance rassemblait comme ça l'ensemble des préoccupations, au moins du moment, ou une synthèse de ce qui avait été fait? Est-ce que je me trompe? Non, probablement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, au début, je l'avais vu comme une sorte de projet préparatoire, un roman sur l'Europe que je m'apprêtais à écrire, et du coup, j'ai pris un an de retard pour écrire ça. Donc, j'ai cassé mon rythme d'un roman tous les 2 ans pour glisser cette pièce de théâtre. Oui, probablement. En tout cas, il y a eu l'idée de faire... on peut même remonter plus loin. La grande image de Rodin, ça remonte à ce que je raconte au tout début de mon essai sur Houellebecq. J'habitais pas en ville, j'habitais en banlieue. La première fois que j'habite en ville, j'ouvre ma fenêtre, je fume une cigarette, il pleut, et je vois des néons bleus avec des camions qui passent sur le périphérique au loin, et j'écoute pour la première fois des poèmes de Houellebecq qui passent sur France Culture. On est en 99 à ce moment-là. Et c'est une expérience de vrai sublime, c'est-à-dire je ne veux pas vivre dans ce monde, et en même temps sa beauté me pétrifie, et je ne veux pas vivre ailleurs que dans ce monde. Et toute ma lecture de Houellebecq, il y a plein de Houellebecq. Moi, le Houellebecq qui m'a séduit, c'est celui-ci, avec ce poème vivant, je sais plus, enfin bon bref, je l'ai plus en tête, où il utilise l'image, c'est celle d'électro-aimants qui nous arrache du réel avec une puissance monstrueuse, etc. Où ça évoquait déjà un peu les électro-aimants du CERN que j'ai réintégré dans le récit sur Eurodance. Donc Eurodance, quelque part clôt un cycle qui a commencé avec mon bouquin sur Houellebecq, c'est cette espèce en finir avec cette esthétique. On va dire l'esthétique de mes 20 ans, c'est-à-dire en finir avec les années 90 et les années 2000. Cette espèce de tenir ça dans une expérience esthétique, commune. Il y a d'autres projets avec Julien Gosselin. Là, vous êtes perdu de vue pour l'instant. Je crois qu'il monte le décalogue de Kieslowski. Je crois que c'est ça son travail. Mais est-ce que vous avez des choses prévues? Est-ce qu'il y a d'autres liens avec le spectacle vivant à part Julien Gosselin? De prévu, non. Il devait y avoir une relecture avec Julien Gosselin, non, mais un musicien avait remis en scène Eurodance, et ça devait être lu
au Marathon des mots de Toulouse en juin dernier, mais du coup c'est tombé à l'eau parce que ça a été annulé, je sais pas si ça va se faire. C'était assez beau parce que c'était dans une chapelle, enfin ça aurait été avec des synthétiseurs vintage, ça donnait très envie. Non, dans l'immédiat non. Dans l'absolu, moi j'aime, enfin autant je suis toujours réticent avec les adaptations cinématographiques, autant les adaptations théâtrales, depuis que j'ai découvert celle de Julien Gosselin, me plaisent beaucoup, parce qu'il y a une sorte... je trouve que c'est beaucoup plus proche du travail romanesque que le travail d'une adaptation cinématographique, donc il y a quelque chose de complètement ouvert de ce côté-là, ouais. Le rapport au cinéma, on l'a pas évoqué. Je sais que vous avez joué avec Justine Triet, je sais plus dans quel film, mais vous êtes intervenu. Hein, c'était un petit rôle Non, j'ai joué dans tous ces ça. films, et j'ai commencé même dans son premier moyen-métrage, où je joue l'ami de Thomas, qui est un film sur Thomas comme peintre. Donc j'ai toujours refait un petit rôle dans ces films. Mais Là, mon métier d'acteur se limite à ça. mais c'est par amitié ou le cinéma vous intéresse aussi éventuellement? Est-ce qu'il y a vous disiez que vous aviez des réticences avec le cinéma, mais est-ce que c'est un objet quand même que vous voudriez prendre en main? Bah, il se trouve que j'ai des amis paradoxalement assez nombreux qui sont réalisateurs, donc c'est un métier que je connais bien, et c'est probablement pour ça que j'ai des amis réalisateurs, c'est que c'est un métier que j'ai jamais voulu exercer. Et avec le recul, non mais en plus de façon idiote, à 20 ans, j'avais préparé le concours de la FEMIS, mais plutôt Ah oui. comme une sorte de talisman sociologique. Je savais pas quoi faire de ma vie, je connaissais personne. Je me disais tiens, j'ai préparé le concours de la FEMIS, ça va être super. Résultat, j'ai eu 20 sur 20 au dossier, j'ai dû avoir 0 sur 20 à l'analyse filmique. Donc il y avait une sorte de, c'était pas mon truc était de faire des dossiers de FEMIS en fait, et pas des films. Enfin donc voilà, je le dis d'autant plus sans regret que j'ai fait semblant il y a 20 ans d'intégrer ce domaine, et que je n'ai pas du tout envie d'y aller. Alors, euh, parmi vos activités, il y a un domaine qui vous absorbe au quotidien, hein, puisque vous êtes chroniqueur sur France Culture. Vous l'avez été pour l'émission du matin, je crois que c'était pour Guillaume Erner. Tout à Maintenant, fait, ouais. vous l'êtes pour la philosophie, et c'est Adèle, excusez-moi, Adèle Van Rett. Tout à fait, ouais, les chemins de la Oui, philosophie. c'est ça. Et donc, vous traitez aussi bien, je ne sais pas, la poubelle du métro Châtelet que Voltaire ou l'alcool. Est-ce qu'il y a une volonté chez vous de prolonger le travail de Roland Barthes sur les mythologies? Est-ce que ces chroniques, elles ont ce but? Comment d'abord a débuté cette aventure? Parce que c'est une aventure qui dure depuis plusieurs années maintenant et qui doit vous absorber énormément, j'imagine. Oui, alors le défi, c'est de se dire que ça ne vole pas ni du temps ni des idées, et que plus on a d'idées, plus on a d'idées en fait. Donc c'est plutôt quelque chose qui, parce qu'il y avait il y aurait pu avoir ce sentiment souvent légitime chez les écrivains de rester, enfin de protéger. Et moi, il y a l'idée que plus je donne, plus je sorte de vache laitière, si on veut, quoi. Donc comment j'ai commencé, je sais pas trop. J'ai été invité au Matin de France Culture, et 6 mois après, on m'a proposé d'être chroniqueur, et du coup je l'ai fait 3 ans, et maintenant j'ai changé, mais l'exercice se ressemble. C'est très singulier parce que c'est quelque chose que je ne savais pas que j'aimerais faire, que j'avais jamais fait, et qui me plaît beaucoup. Un peu de l'ordre de la prière, parce que c'est une écriture quotidienne, comme ça, c'est très minuté. Il y a ce sentiment qui me tient depuis le début, et je pense que c'est pour ça que je continue quasiment, j'exagère pas toujours, mais le sentiment, c'est toujours que la dernière chronique est ma meilleure. Donc, là, j'en suis en plus, j'en étais à 600 chroniques, donc faut que ça s'arrête un moment, parce que sinon, c'est pas possible d'être 600, enfin voilà, d'être meilleur 600 fois de suite, quoi. Mais non, mais des fois, je me vois un peu faiblir, mais et des fois, ça tient à rien, c'est qu'il y a une bonne métaphore, une trouvaille, une idée comme ça, et je suis extrêmement heureux. Donc, j'avais fait ça. Alors, paradoxalement, mais personne ne le sait, pendant un an, avant d'écrire des romans, j'ai tenu un blog de poésie, l'âge d'or des blogs, la fin des années 2000. Et évidemment, j'avais aucun lecteur, mais il y avait quand même le geste de diffuser de moi-même publiquement. Et ça a débloqué quelque chose. Je pense que c'est en partie grâce à ça que j'ai réussi à devenir romancier. Parce qu'il y a cette espèce de personne qui dit ce truc c'est durassien, j'écris, ce que vous faites dans la vie, j'écris, n'ose pas vraiment le dire, qui a un rapport très gêné à ça. Voilà, ça m'a débloqué. Et
Et je retrouve, et j'avais à l'époque une joie totale, j'écrivais des sonnets, et j'avais une joie totale d'écrire des sonnets. Mes journées étaient réussies dès que mon sonnet était fini. Et je retrouve ça avec la radio, en fait. Dès que j'ai fini d'écrire ma chronique et fini de la lire, j'ai un sentiment d'accomplissement total. C'est pour ça que je compare ça à une prière. C'est que je connais peu d'activités aussi rémunératrices en termes, même pas de narcissisme, mais vraiment de sentiments un peu spinoziens, d'avoir accompli une partie de mon être et d'avoir eu une pensée, d'avoir poussé à son terme. Parce qu'il y a toujours cette chose, enfin, cette espèce de joie d'avoir des idées. Qu'est-ce qu'on fait de ces idées? Bon, bah, je vais pas mettre toutes mes idées dans des romans, je vais pas tenir un journal intime. Qu'est-ce que je vais faire de mes idées? Et là, j'ai ce bonheur de pouvoir produire mes idées et de faire des petits spectacles. Donc, c'est de l'ordre un peu du montrage de marionnettes. Donc, c'est souvent naïf, il y a plein de problèmes, l'addiction est pas super, le type a des obsessions, ça va pas. Mais il y a une joie enfantine vraiment permanente à faire ça. Oui. Et ces chroniques, elles ont été publiées, hein, donc elles s'appellent les Chroniques sur la France. Elles ont été publiées chez Gallimard Ouais. aussi, hein, sous un autre format. Enfin une sélection, il y en a 160 de publiés, donc il y a encore de quoi faire 4 fois ça. Ouais. Et ça, c'est vous qui avez fait le choix, vous l'avez fait avec votre éditeur, comment ça s'est passé? Je crois que c'est moi qui ai choisi. Enfin, on m'a dit à peu près qu'il fallait que ça fasse à peu près ces tailles-là. Et je me suis dit que la France c'était l'angle le plus large qui existait si je voulais. Parce que ça parlait à la fois des paysages, à la fois un peu de politique. J'ai commencé à écrire mes chroniques en 2017, en septembre 2017. Macron venait d'être élu, on savait pas qui était Macron, on savait pas où en était la France. Donc voilà, c'est cette espèce ça racontait un petit peu cette constellation. La suite qui n'a pas été publiée, probablement parce que les ventes de la France ont été décevantes, ce serait appelé La Culture. Ce serait plutôt les chroniques sur les films, sur l'art, etc. Comme ça faisait France Culture. Et j'ai eu une idée pour encore un 3e tome, mais j'ai oublié lequel. Et est-ce que, parce que dans le format, il y a une sorte d'humour, sans humour, qui n'est pas, j'arrive pas à qualifier le type d'humour que vous utilisez. C'est pas de l'ironie. Est-ce que vous vous rendez compte que vos chroniques sont quand même produisent dans quelque chose qui est du sourire? Est-ce que c'est quelque chose qui est volontaire? Non. Ne serait-ce que par le ton que vous utilisez, qui est un ton très particulier. Bah non, mais le risque au début, ça a été de faire de la poésie en prose, ce qui n'était pas du tout prévu. Mais j'aimais pas les chroniques en soi, l'exercice chronique. Il y a un côté un peu dicton météo amélioré, quoi. Je voulais pas. J'avais des mauvais souvenirs des chroniques. J'ai oublié un biologiste avec un collier de barbe qui faisait des chroniques il y a 20 ans sur France Culture et qui m'agaçait, qui disait toujours oh là là, enfin c'était un peu le La Fontaine de l'écologie radicale, quoi. Oh là là, faut arrêter de détruire la Terre, c'est horrible ce qu'on fait. Ça m'agaçait. Donc voilà, il y a l'idée, oui, de faire des récits un peu, déjà me mettre en scène, faire des récits un peu personnels. Je sais pas pourquoi, je le fais jamais dans mes romans. Je suis une sorte d'éthique comme ça. Je suis jamais dans mes romans sous aucune forme possible. Et les romanciers qui sont dans leurs romans qui est plutôt une mode importante aujourd'hui, m'agace, mais je ne le fais pas. Mais du coup, voilà, je le suis dans mes chroniques. Non, quelqu'un m'avait dit un jour que j'étais un. Je pense qu'il n'a pas complètement tort, pas tout à fait raison, mais que j'étais. Ce qui était agréable avec moi, c'est que j'avais toute la bêtise du bourgeois, mais que je savais que j'étais bête. Donc en fait, c'était agréable. Je pouvais dire oui, vraiment. Pourquoi j'ai voté Macron en toute bonne foi en 2017 et avec un côté désarmant presque, confondant de bêtises, quoi. Eh bien, Aurélien, l'heure est pratiquement finie. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois, qui disait, bon, Aurélien, on parle du vélo ou pas? Alors, le vélo, ça tient toujours un grand rôle dans votre vie? Ah, j'aime beaucoup en parler, en tout cas. Oui, un rôle d'autant plus grand que j'ai même eu une idée de biopic ce matin en me disant qu'il fallait raconter la vie de Marc Madiot, personnage pas très connu, mais ancien coureur cycliste, devenu le manager de la FDJ.com et qui a fait une interview déchirante sur Thibaut Pinot hier, où il disait à quel point Thibaut Pinot est un cycliste génial, avec en arrière-fond ce truc, parce qu'au lieu de se désoler que la France ne produise plus de vainqueurs du Tour de France depuis 25 ans, il faut presque voir ça comme une sorte de tragédie géniale, que ce grand pays cycliste n'arrive pas à gagner le Tour de France, mais de Vierinck à Vaucleur à Thibaut Pinot fabrique des losers magnifiques. Donc voilà, j'ai ça en tête. Non, le vélo, vraiment, ça m'a.
fameuse phrase célèbre de Steve Jobs, je fabrique le Mac pour faire un vélo pour l'âme, en fait. Bon, bah, moi, je retourne le truc, en fait, et j'ai un usage, j'utilise quasiment autant pour écrire, surtout plus pour les chroniques que pour les romans, j'utilise autant mon vélo que mon ordinateur. Parce que ça délaie beaucoup, enfin, c'est truc connu depuis Nietzsche, etc. Quand on n'a pas d'idée, il faut marcher. En général, il suffit de marcher 10 minutes, j'ai une idée de chronique. Et puis quand je fais des balades à vélo, j'ai plein d'idées et c'est un plaisir. C'est un plaisir très grand. En plus, il y avait l'idée de reconquérir mon territoire, l'Île-de-France en général. C'est une chose merveilleuse qu'on peut aller à 250 km dans la journée, qu'on peut aller à Bruxelles dans la journée, on peut voir la mer dans la journée. Enfin, il y a plein de choses merveilleuses avec ce rapport assez intuitif à la Terre, parce qu'on la touche comme ça en permanence. Donc Aurélien, l'heure est terminée. Je voulais rappeler que vous étiez présent pour le continent de la douceur chez Gallimard, mais juste, est-ce qu'il y a, vous avez parlé de ce roman qui va sortir, de ce plus petit roman, ce court roman, j'allais dire, et est-ce qu'il y a d'autres projets dont vous voulez nous parler prochainement? Non, je crois pas, non. Ça s'appelle Télé-réalité. Ça sort au mois de Télé-réalité. mars, si le mois de mars existe. Et non, là, je suis très content parce que je suis en train d'écrire un livre. J'ai toujours des moments heureux dans la vie, c'est quand on écrit un livre et que ça se passe bien. Ça dure jamais plusieurs jours, mais là, ça fait plusieurs jours d'affilée, donc je suis très heureux. Donc normalement, dans 1 an ou 2, on en verra le résultat, quoi. Toujours chez Gallimard. Toujours chez Gallimard, ouais, et je suis assez productif, en fait. Ça va être mon 6e, ouais. 6e roman, ouais. Bon. Eh bien, Aurélien, merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Et la semaine prochaine, ce sera donc Gisèle Sapiro pour le Dictionnaire international Bourdieu, mais et aussi d'autres choses. Voilà, nous reviendrons sur l'affaire de Claude Lévesque. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée, Aurélien. Bonne soirée à tous. Et Au revoir. Au revoir.